Le thermomètre à l'extérieur de la palissade indiquait 42 degrés et le vent était si fort qu'il pouvait renverser un homme. Mais à l'intérieur des murs en bois entourant la cabane de Stellenbosch, l'air était calme et la température se maintenait à 14 degrés. Lorsque Tavish Kilmartin franchit la porte en titubant, à moitié gelé et désespéré, lors de la troisième nuit de la tempête de neige, il ne comprenait pas comment la même tempête qui tuait sa famille à 1 kilomètre de là semblait avoir complètement disparu à l'intérieur de ces murs en rondins pointus. Avant de commencer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Et si vous voulez découvrir comment l'ingéniosité des pionniers a résolu des problèmes qui sont toujours d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner, car l'histoire de demain pourrait bien changer votre façon de voir la survie. En janvier 1843, le territoire du Montana n'était pas un endroit où l'on pouvait se permettre de commettre des erreurs. Stellenbosch avait appris cette vérité au cours de 5 hivers passés à piéger des castors et des martres le long des affluents qui se jetaient dans le fleuve Missouri. Mais cette leçon ne lui avait jamais coûté plus que des doigts gelés ou une ligne de piège perdue. Il était prudent de nature, méthodique dans ses préparatifs et suffisamment expérimenté pour lire les signes météorologiques que d'autres trappeurs ne voyaient pas. Son jeune frère, Mathias, avait hérité du même instinct de leur père, qui avait piégé dans les forêts du nord de la Suède avant d'emmener sa famille en Amérique. Les frères Vos formaient une bonne équipe. Stellin s'occupait des longues lignes de pièges au nord, tandis que Mathias travaillait dans les ruisseaux plus proches et entretenait leurs cabanes. Ils avaient établi leur campement 3 ans plus tôt dans une vallée abritée où le bois était abondant et où les étangs de castor parsemaient le paysage. Cet emplacement les tenait à l'écart des zones de piégeage plus fréquentées où la concurrence pouvait devenir violente, et l'isolement convenait bien aux deux frères. Le 14 janvier, Stellin partit avant l'aube pour vérifier son circuit nord, qui lui prenait généralement jusqu'au milieu de l'après-midi. La matinée était froide mais claire, sans aucun signe du changement de temps qui se préparait au-delà des montagnes à l'ouest. Mathias resta à la cabane pour fendre du bois de chauffage et réparer les raquettes qui s'étaient cassées la semaine précédente. Au fil des années passées ensemble, ils avaient établi une règle simple. Si le temps se dégradait pendant que l'un d'eux était dehors, celui qui restait à la cabane devait entretenir le feu et attendre. Celui qui était pris au piège devait se mettre à l'abri plutôt que de risquer de se déplacer dans des conditions où la visibilité était nulle et où le froid pouvait tuer en quelques minutes. C'était un arrangement sensé qui leur avait permis à tous deux de survivre à des tempêtes qui avaient coûté la vie à des hommes moins prudents. À midi, la température avait chuté de 15 degrés. À 13 heures, le vent commençait à souffler en rafale depuis le nord-ouest, apportant avec lui l'odeur de la neige. Stellin remarqua immédiatement le changement et commença à regagner la cabane, retirant ses derniers pièges plutôt que de les laisser pour le lendemain. Il se trouvait encore à 6 km lorsque la tempête le frappa avec une violence qui le prit complètement au dépourvu. La température baissa encore de 20 degrés en moins d'une heure. Le vent, qui soufflait par rafales, devint constant et violent, soulevant la neige si épaisse qu'il ne pouvait voir à plus de quelques mètres dans toutes les directions. Stellin trouva refuge sous un surplomb rocheux et alluma un petit feu avec du bois mort qu'il avait ramassé avant que la visibilité ne disparaisse complètement. Il savait que Mathias serait en sécurité à la cabane. La structure était solide, bien construite, avec une cheminée en pierre qui tirait bien et suffisamment de bois coupé empilé à l'intérieur pour tenir une semaine. La tempête passerait, probablement au matin, et il pourrait alors rentrer. Mais Mathias n'était pas à la cabane. Stellin trouva son frère à 200 mètres de la cabane, à moitié enseveli sous la neige qui s'était accumulée contre un peuplier tombé. Mathias portait une brassée de bois mort, probablement pour faire des réserves de combustible lorsque la tempête s'est abattue. Il avait sans doute essayé de regagner la cabane, mais s'était désorienté dans le brouillard blanc. La distance entre l'endroit où il était tombé et la sécurité de leur abri n'était rien dans des circonstances normales. Un homme pouvait la parcourir en 3 minutes, mais dans des conditions de blizzard, avec une visibilité nulle et un vent si fort qu'il vous coupait le souffle, 200 mètres pouvaient aussi bien être 2 mètres. Mathias était mort à portée de vue de la maison, gelé, les bras toujours enroulés autour du bois de chauffage qu'il ne brûlerait jamais. Stellin a attendu 2 jours que le sol se ramollisse suffisamment pour pouvoir creuser. La tempête s'était calmée en 12 heures, laissant derrière elle un ciel dégagé
et des températures remontées au-dessus de zéro, mais le sol était gelé à 45 cm de profondeur. Il utilisa le feu pour dégeler le sol, allumant et rallumant de petits feux à l'endroit qu'il avait choisi sur une colline surplombant leur vallée. Il enterra Mathias le 17 janvier sans prononcer un mot et sans autre marque que les pierres qu'il empila sur la tombe. Rien de ce qu'il aurait pu dire n'aurait changé ce qui s'était passé. Son frère était mort parce que le froid, le vent et la neige l'avaient tué pendant le temps qu'il lui avait fallu pour aller du tas de bois à la porte de la cabane. Stellan retourna à la cabane et resta assis près du feu pendant 3 jours sans chasser. Il ne cessait de penser au mécanisme précis qui avait tué Mathias. Ce n'était pas la famine, ni une blessure, ni la violence. C'était simplement la chaleur qui quittait le corps humain plus vite que celui-ci ne pouvait en générer. Le vent était le principal responsable. L'air en mouvement avait privé la peau exposée de sa chaleur par convection, selon le même principe qui rendait les vêtements mouillés dangereux. Un homme immobile par une température de 22 degrés C pouvait survivre pendant des heures si l'air était calme. Ce même homme par une température de 22 degrés avec un vent de 65 km/h luttait pour sa vie en quelques minutes. Les trappeurs appelaient cela le refroidissement éolien, mais peu d'entre eux comprenaient les principes physiques réels impliqués. Stellan commença à étudier leur cabane avec une attention nouvelle. Il observa comment le vent frappait la structure, créant une pression du côté au vent et une succion du côté sous le vent. Il remarqua que les espaces entre les rondins, même les plus petits, laissaient passer l'air. Il sentit des courants d'air autour de la porte et de la fenêtre. Il observa comment la neige s'accumulait contre les murs, créant des problèmes d'humidité lorsqu'elle fondait. La cabane qui semblait convenir pour 5 hivers apparaissait désormais dangereusement insuffisante. Elle protégeait de la pluie et offrait un endroit où dormir, mais elle ne faisait pratiquement rien pour lutter contre le véritable ennemi, à savoir le vent qui balayait les surfaces et volait la chaleur par convection. Tous les trappeurs du territoire vivaient dans des structures similaires, acceptant le froid comme une fatalité. Mais l'esprit de Stellan revenait sans cesse à une seule question. Et si le vent pouvait être complètement arrêté avant même d'atteindre les murs de la cabane? Le printemps arriva tardivement en 1843. Stellan passa les mois de mars et avril à terminer seul ses lignes de piège, travaillant avec une efficacité mécanique, mais sans le rythme que lui et Mathias avaient développé au cours de 3 saisons passées ensemble. Il captura suffisamment de castors et de martres pour que l'hiver soit financièrement rentable. À la fin du mois d'avril, il chargea ses fourrures sur 2 chevaux de bât et entreprit un voyage de 5 jours vers le sud-est, en direction de Fort Benton. Le comptoir commercial situé sur le fleuve Missouri était le principal centre commercial pour les trappeurs travaillant dans les territoires du Nord. Des hommes venaient de centaines de kilomètres à la ronde pour échanger des fourrures contre des provisions, recueillir des informations et passer quelques jours dans un environnement ressemblant à la civilisation avant de retourner dans la nature sauvage. Stellan vendit ses fourrures à l'agent de l'American Fur Company à un prix raisonnable. Les peaux de castor rapportaient moins qu'il y a 5 ans, car les chapeaux de soie avaient remplacé ceux de feutre dans la mode orientale. Mais le martre et le renard rapportaient encore de l'argent. Il est sorti de la transaction avec un bénéfice suffisant pour acheter des provisions pour la saison suivante et avoir un surplus. La plupart des trappeurs auraient dépensé ce surplus en whisky, en jeux d'argent ou en compagnie des femmes qui travaillaient dans les saloons près du fort. Stellan l'a dépensé pour étudier les bâtiments. Fort Benton était protégé par une palissade, un périmètre défensif constitué de rondins verticaux taillés en pointe et enfoncés à 1 mètre dans ce sol. Le mur mesurait 3,6 mètres de haut et entourait environ 4000 mètres carrés de terrain, avec des blockhouses à 2 angles et de lourdes portes pouvant être verrouillées de l'intérieur. Stellan avait déjà vu le fort, mais n'avait jamais prêté attention à sa construction. Il l'étudiait maintenant avec l'attention d'un homme qui cherche à comprendre des principes qu'il pourrait appliquer ailleurs. Il fit le tour du périmètre, notant comment les rondins étaient assemblés, comment les poutres horizontales les reliaient, comment la structure bloquait complètement le vent tout en créant un espace intérieur protégé. Il trouva le charpentier du fort, un Canadien-Français nommé Toussaint Locke, qui travaillait à la réparation d'un des blockhouses. Stellan lui posa des questions sur la construction de la palissade. À quelle profondeur les poteaux devaient-ils être enfoncés? Quel était le diamètre idéal des rondins?
Comment les supports horizontaux étaient-ils fixés? Luke répondit volontiers, supposant que Stellin prévoyait de construire une sorte de structure défensive pour se protéger contre les tribus hostiles. Lorsque Stellin lui posa des questions sur la réduction du vent et les différences de température à l'intérieur et à l'extérieur de la palissade, Luke le regarda d'un air étrange, mais admit qu'il avait remarqué que l'intérieur du fort était nettement plus calme pendant les tempêtes. Les murs bloquaient complètement le vent, créant un microclimat qui rendait le travail hivernal beaucoup plus supportable qu'à l'extérieur, à découvert. Stellin passa 2 semaines à Fort Benton, le plus long séjour qu'il ait fait au même endroit depuis la mort de son frère. Il acheta des fournitures qui surprirent les autres trappeurs. Une corde épaisse de 90 mètres, un système de poulies à blocs et palans, un outil spécialisé pour percer des trous dans le bois, des haches et des coins supplémentaires, un niveau et une longue chaîne de mesure. Il n'acheta pas de whisky et ne participa à aucune partie de cartes. Quand il quitta Fort Benton à la mi-mai pour retourner dans sa vallée, les autres trappeurs remarquèrent son étrange chargement et plaisantèrent en disant que le Suédois avait l'intention de se construire un palais en pleine nature. Stellin arriva à sa cabane à la fin du mois de mai et se mit immédiatement au travail. La vallée était verte et pleine de nouvelles végétations, et les ruisseaux coulaient à flot grâce à la fonte des neiges. C'était la saison idéale pour piéger les castors, dont les fourrures étaient épaisses après l'hiver. Mais Stellin ignora complètement ces pièges. Il avait un autre projet en tête qui allait occuper tout son été. Il passa la première semaine à rechercher du bois. Il avait besoin de pins droits de 3 ou 5 à 4 mètres de haut, de diamètre uniforme et sans défaut majeur. La plupart des trappeurs auraient simplement coupé les arbres les plus proches et se seraient contentés de cela. Stellin parcourut des kilomètres dans la forêt environnante, marquant les arbres avec sa hache, ne sélectionnant que ceux qui répondaient à ses exigences. Il avait besoin de 300 grumes. Selon ses calculs, cela lui permettrait de construire une palissade à 12 mètres de son chalet, sur tous les côtés, créant ainsi un enclos d'environ 27 mètres carrés. La coupe proprement dite a commencé début juin. Stellin a abattu les arbres de manière à éclaircir la forêt sans créer de clairière évidente qui pourrait attirer une attention indésirable. Il élaguait chaque arbre sur place, puis utilisait ses chevaux pour ramener les rondins coupés à sa cabane. Le travail était extrêmement difficile, d'autant plus qu'il le faisait seul. Avec l'aide de Mathias, la tâche aurait été difficile, mais réalisable. Seul, cela poussait Stellin chaque jour à la limite de ses capacités physiques. Il travaillait de l'aube au crépuscule, coupant, traînant et empilant des rondins en prévision de la phase de construction qui allait suivre. Au bout de 2 semaines, il reçut de la visite. Fergus Kilmartin arriva dans la vallée avec son fils de 16 ans, Tebish, sous prétexte de vérifier ses pièges, mais en réalité pour satisfaire sa curiosité quant à ce que faisait Voss. Fergus était un trappeur écossais qui travaillait dans la région depuis 8 ans et se considérait comme une autorité en matière de montagne. Il regarda la pile de troncs qui s'élevait devant Stellin et secoua la tête. « Vous construisez une scierie, Voss, ou vous prévoyez de construire un barrage sur le Missouri? » Stellin expliqua qu'il préparait du bois pour un projet de construction. Fergus compta les rondins, nota leur taille et leur longueur uniforme, puis éclata de rire. « Il y a assez de bois pour construire 3 cabanes. Vous prévoyez d'avoir des voisins? » Lorsque Stellin répondit que les rondins étaient destinés à une seule structure autour de sa cabane existante, Fergus rit encore plus fort. « Un fort? Tu t'attends à ce que les Blackfoot assiègent la cabane? » Tavish ne dit rien, mais son expression reflétait l'amusement de son père. 2 jours plus tard, Absalom Strickland fit son apparition. C'était un trappeur anglais qui possédait une cabane à 16 kilomètres au sud et se considérait comme plus instruit que les hommes rustres qui l'entouraient. Il examina les activités de Stellin avec un scepticisme évident. « Vous passez la meilleure saison de piégeage à couper du bois. C'est 1 mois de revenus perdus que vous ne récupérerez jamais. » Stellin répondit qu'il avait d'autres priorités. Absalom examina les rondins, calcula leurs dimensions et leur quantité, puis rendit son verdict. « Quoi que vous construisiez, c'est un gaspillage d'efforts et de ressources. La construction traditionnelle de cabanes fonctionne depuis des décennies, mais je suppose que chacun a le droit à sa folie. » Il s'éloigna en secouant de la tête. Marcel Gagnon, un trappeur canadien-français dont le campement se trouvait à 25 km à l'ouest, lui rendit visite fin juin.
Il arriva avec un packard chargé de peaux de castor fraîches, preuve qu'il avait travaillé pendant que Stellin coupait du bois. Marcel fit le tour des piles de rondins, fit un calcul mental et se tourna vers Stellin avec une réelle perplexité. Tu comprends que tu es en train de gâcher les revenus de toute une saison? Oui. Début juillet, Stellin avait coupé et transporté les 300 rondins. Ils étaient empilés et organisés près de sa cabane, débarrassés de leur écorce et de leurs branches, séchant au soleil d'été. Venait maintenant le travail de précision qui déterminerait le succès ou l'échec de son projet. Il passa 3 jours à arpenter et à mesurer le terrain autour de sa cabane à l'aide de la chaîne de mesure et des piquets qu'il avait achetés à Fort Benton. La cabane était située sur un terrain relativement plat, mais pas parfaitement plat. Stellin devait tenir compte des changements d'élévation pour s'assurer que ses poteaux de palissade auraient une hauteur uniforme au-dessus du sol tout en étant enfoncés à une profondeur constante en dessous. Il a établi son périmètre à exactement 40 pieds des murs de la cabane de tous les côtés. Cette distance n'était pas arbitraire, mais calculée. Trop proche, la palissade n'aurait qu'un intérêt minime, créant un espace confiné dans lequel il serait difficile de travailler et qui emprisonnerait la fumée de sa cheminée. Trop éloignée, la zone fermée serait trop grande pour être chauffée par la chaleur rayonnante de la cabane, et la structure nécessiterait plus de bois qu'il ne pouvait raisonnablement en récolter et installer seul. Une distance de 12 mètres créait un espace suffisamment grand pour être utile, mais suffisamment petit pour générer les avantages thermiques qu'il recherchait. Il a marqué le périmètre avec des piquets enfoncés dans le sol tous les 6 pieds à 360 degrés autour de la cabane. Chaque piquet représentait l'emplacement où un poteau de palissade serait enfoncé. La géométrie était plus complexe qu'il n'y paraissait. Stellin devait s'assurer que les angles étaient bien droits, que les côtés étaient parallèles et que l'espacement entre les poteaux était régulier. Il a utilisé des techniques d'arpentage de base, tendant des cordes entre les piquets pour établir des lignes droites et mesurant les diagonales pour vérifier les angles droits. Le processus était fastidieux et nécessitait des vérifications constantes. Une petite erreur à un coin se répercuterait sur tout le périmètre, compromettant l'ensemble de la structure. Il travaillait seul, attachant des cordes au piquet, mesurant à pied, ajustant les positions au centimètre près, puis vérifiant à nouveau tout. D'autres auraient peut-être estimé le tracé à l'œil nu et se seraient contentés d'une approximation grossière. Stellin comprenait que la précision des fondations déterminerait la solidité de la structure finie. Lorsque Fergus Kilmartin passa à cheval à la mi-juillet et vit le motif élaboré des piquets autour de la cabane de Stellin, ses moqueries atteignirent de nouveaux sommets. Tu construis un fort, hein? Tu construis vraiment un fichu fort. Il entra dans l'enceinte, compta les piquets, calcula les dimensions, puis éclata de rire. C'est à 12 mètres de tes murs, boss. Tu clôtures près d'un quart d'acre. Tu comptes repousser toute la nation Blackfoot à toi seul? Stellin expliqua calmement que la structure n'était pas défensive. Fergus l'interrompit. Alors à quoi ça sert, bon sang? Tu penses avoir besoin d'une clôture pour empêcher les castors d'entrer dans ta cabane? Il se pencha de sa selle, son ton passant de l'amusement à une réelle inquiétude. Écoute, nous gérons tous le deuil différemment. Perdre Mathias a été difficile. Mais ça, quoi que ce soit, ce n'est pas rationnel. Tu vas passer tout l'été à construire quelque chose dont aucun trappeur n'a besoin. L'évaluation d'Absalom Strickland était plus mesurée, mais tout aussi dédaigneuse. Il est venu 2 jours après Fergus et a étudié le tracé des piquets avec l'air d'un homme examinant les calculs ratés d'un enfant. J'ai calculé la main-d'œuvre nécessaire pour réaliser ce que tu entreprends. 300 poteaux, chacun nécessitant un trou de 90 cm, chacun nécessitant un alignement vertical et un renfort. Cela représente 600 heures de travail rien que pour creuser, sans compter la pose et la fixation des poteaux. Cela représente 6 semaines de travail à plein temps, en supposant que tu ne tombes pas sur des rochers ou des racines. Ajoute à cela la coupe, le transport et la finition. Vous avez passé toute une saison de piégeage là-dessus. Dans quel but? Lorsque Stellin a mentionné la réduction du vent et la rétention de la chaleur, Absalom a en fait ri, une rare entorse à son attitude habituellement sérieuse. La fin juillet a apporté une chaleur qui rendait le travail physique presque insupportable. Mais Stellin a persévéré avec une détermination méthodique. Avant de pouvoir enfoncer les poteaux, chaque bûche devait être taillée en pointe à une extrémité. La pointe avait 2 fonctions dans sa conception.
Elle permettait d'évacuer la pluie et la neige, empêchant ainsi l'humidité de s'infiltrer dans le grain final, où la pourriture commençait généralement, et elle créait un aspect défensif qui pouvait dissuader les animaux curieux ou les visiteurs indésirables de tester la structure. Il a installé un poste d'affûtage près de son tas de bois, utilisant un billot comme base et travaillant chaque bûche avec une hache et un couteau à tirer. Le processus était répétitif et exigeait de la précision. Chaque bûche devait être façonnée en une pointe symétrique d'environ 20 cm de long, s'effilant d'un diamètre de 30 cm à une pointe acérée. Stellan calait une bûche en biais contre le billot, puis travaillait sur sa circonférence avec sa hache, enlevant du bois par des coupes contrôlées qui créaient des facettes plates. Une fois la forme grossière établie, il passait au couteau à tirer, affinant les surfaces jusqu'à ce que la pointe soit lisse et symétrique. Un menuisier expérimenté aurait pu terminer chaque bûche en 20 minutes. Stellan, travaillant seul et exigeant des résultats constants, avait besoin de 45 minutes par bûche. 300 bûches représentaient 225 heures de travail d'affûtage. Il travaillait par bloc de 4 heures, s'arrêtant lorsque ses mains étaient crispées ou que ses épaules brûlaient à cause des mouvements répétitifs. Les efforts physiques étaient cumulatifs. Des ampoules se formaient sur ses paumes malgré les callosités accumulées au fil des années de travail de piégeur. Son dos lui faisait mal à force de se pencher sur le billot. Ses avant-bras étaient constamment endoloris à force de tenir des outils, mais il maintenait son rythme, terminant 6 à 8 rondins par jour sans jamais se précipiter, sans jamais accepter un travail qui ne répondait pas à ses critères. Fergus Kilmartin est passé début août et a trouvé Stellan entouré de poteaux taillés, travaillant sur un autre rondin. Il s'est assis sur son cheval et a observé le processus pendant plusieurs minutes avant de parler. Tu es vraiment en train de le faire. Tu es vraiment en train de construire un fort au milieu de nulle part. Son ton était passé de la moquerie à quelque chose qui ressemblait davantage à de l'inquiétude. Voss, je vais être franc avec toi. Les gens parlent. Ils pensent que tu as perdu la tête. Le chagrin affecte les hommes et ce qui est arrivé à Mathias était difficile, mais ce projet, cette obsession, ce n'est pas sain. Stellan posa son couteau à tirer et regarda Ferguson dans les yeux. La structure sera terminée en septembre. Tu pourras alors juger. Fergus secoua lentement la tête. Je juge maintenant. Et ce que je vois, c'est un homme qui gâche une année de sa vie pour quelque chose qui ne sert à rien. Tu comptes repousser seul la nation des Blackfoot, car c'est la seule raison pour laquelle un homme construit quelque chose comme ça. Il désigna les poteaux aiguisés. Vous pourriez piéger. Vous pourriez gagner de l'argent. Au lieu de cela, vous êtes ici à tailler 300 rondins comme une sorte de Suédois fou qui construit sa propre prison. Il partit sans attendre de réponse. Stellan comprenait des choses sur la chaleur et le froid que peu de trappeurs considéraient au-delà du niveau superficiel. La plupart des hommes savaient que le feu produisait de la chaleur et que l'hiver apportait le froid, mais ils considéraient cela comme des absolus simples, plutôt que comme des processus régis par des principes physiques. Après la mort de Matassa, Stellan avait passé ses soirées d'hiver à lire un exemplaire abîmé d'un ouvrage de philosophie naturelle qu'il avait acheté à Street Lewis des années auparavant. Le livre traitait du transfert de chaleur à travers 3 mécanismes: la conduction, la convection et le rayonnement. La conduction était le mouvement de la chaleur à travers des matériaux solides, comme la chaleur qui se propage à travers un tisonnier métallique tenu dans le feu. Le rayonnement était la chaleur qui se propageait dans l'espace sous forme d'ondes invisibles, comme la chaleur que l'on ressentait en se tenant près des flammes. Mais c'est la convection, le transfert de chaleur par le mouvement de l'air, qui avait tué son frère. Le mouvement de l'air dissipait la chaleur des surfaces en remplaçant constamment l'air chaud par de l'air froid. Un homme debout dans l'air immobile réchauffait progressivement une fine couche d'air autour de son corps, créant ainsi une barrière isolante. Mais le vent empêchait cette barrière de se former, remplaçant constamment l'air chaud par de l'air froid, qui retirait davantage de chaleur de la peau exposée. L'effet était multiplié par la vitesse du vent. Une brise légère entraînait une perte de chaleur modérée. Un vent fort provoquait une perte de chaleur catastrophique qui pouvait tuer en quelques minutes. La relation mathématique n'était pas linéaire. Elle était exponentielle. Doubler la vitesse du vent doublait largement la perte de chaleur. Stellan avait observé ce principe dans la nature sans le comprendre pleinement
jusqu'à ce qu'ils lisent le texte. Les arbres poussant dans des endroits exposés présentaient un retard de croissance du côté exposé au vent, tandis que ceux du côté abrité poussaient normalement. Les animaux se regroupaient en hiver, utilisant leur corps comme brise-vent. La neige s'accumulait dans congères du côté soulevant des obstacles, tandis que les côtés exposés au vent étaient dénudés. Tout dans le monde naturel démontrait que le fait de bloquer le vent créait des microclimats plus chauds. Sa palissade fonctionnerait comme un brise-vent, mais pas seulement comme une simple barrière. L'espace clos entre les murs de la palissade et sa cabane agirait comme un isolant, selon le même principe qui rendait l'air emprisonné, et les vêtements ou la fourrure des animaux si efficaces comme barrière thermique. L'air lui-même était un mauvais conducteur de chaleur. L'air immobile emprisonné dans de petits espaces conduisait la chaleur très lentement. C'est pourquoi les vêtements à double couche fonctionnaient mieux que les couches épaisses simples. L'enceinte créée par sa palissade emprisonnerait un grand volume d'air qui, une fois réchauffé par la cabane, serait conservé par le rayonnement solaire beaucoup plus longtemps que l'air exposé que le vent remplaçait constamment. Les murs en bois eux-mêmes fonctionneraient comme une masse thermique. Pendant la journée, le soleil frappant les rondins réchaufferait le bois. Cette chaleur capturée rayonnait vers l'intérieur de l'enceinte pendant la nuit, lorsque les températures baissaient. L'effet n'était pas spectaculaire, peut-être quelques degrés, mais combiné à l'élimination du vent, il créait un différentiel de température mesurable. Stellin calcula de manière prudente s'il pouvait éliminer complètement le refroidissement éolien et ajouter les avantages de la masse thermique. L'enceinte devait maintenir des températures de 15 à 20 degrés plus élevées que celles à l'extérieur de la palissade. Cette différence pouvait signifier la survie ou la mort lors de violentes tempêtes hivernales. Son frère était mort parce que le vent et le froid s'étaient combinés pour lui ôter la chaleur de son corps plus vite qu'il ne pouvait en générer. À l'intérieur d'un complexe à l'abri du vent, cette même tempête aurait été survivable. Le mois d'août apporta le test physique auquel Stellin s'était préparé. Il commença à creuser des trous pour les poteaux et en partant du coin nord-ouest de la palissade qu'il avait prévu et en travaillant dans le sens des aiguilles d'une montre autour du périmètre. Chaque trou devait avoir une profondeur de 3 pieds et d'être suffisamment large pour accueillir les rondins de 12 pouces de diamètre. Le sol de sa vallée était un mélange de terre et de roches déposées par d'anciens glaciers. Certains trous étaient faciles à creuser. La terre cédait sous sa barre de fer et sa pelle. D'autres heurtaient des pierres qui devaient être retirées une à une ou, lorsqu'elles étaient trop grosses pour être déplacées, l'obligeaient à ajuster légèrement la position des trous. Il établit un rythme. Creuser pendant 2 heures, puis se reposer. Passer au pieu suivant. Creuser un autre trou. Se reposer à nouveau. Malgré ses gants en cuir, le travail lui abîma les mains. Des ampoules se formèrent, éclatèrent, se reformèrent. Ses épaules et son dos s'habituèrent au mouvement répétitif consistant à enfoncer la barre dans la terre, mais ils ne cessèrent jamais de lui faire mal. Il creusait en moyenne 4 trous par jour. À ce rythme, il lui faudrait 75 jours pour terminer tous les trous du périmètre. Il lui restait environ 60 jours avant que les tempêtes d'automne ne rendent impossible tout travail de construction en extérieur. Il augmenta son rythme à 6 trous par jour, travaillant plus longtemps et acceptant une précision moindre. Les trous n'avaient pas besoin d'être parfaits, juste assez profonds et assez larges. À la fin du mois d'août, il avait terminé tous les trous du périmètre et avait commencé à installer les poteaux. Pour cela, il avait besoin du système de poulies à blocs et palans qu'il avait acheté à Fort Benton. Chaque rondin pesait environ 136 kilos, trop lourd pour être mis en position verticale à la seule force des bras. Stellin plaçait un rondin à côté de son trou, attachait des cordes à l'aide du système de poulies, ancré aux arbres voisins, puis soulevait lentement le rondin jusqu'à ce qu'il bascule dans le trou. Une fois à la verticale, il le calait avec des piquets enfoncés dans le sol en biais, vérifiant l'alignement avec son niveau pour s'assurer que le poteau était bien vertical. Le processus était épuisant et dangereux. Les rondins pouvaient se déplacer de manière imprévisible pendant leur levage, écrasant les mains ou les pieds. Les cordes pouvaient se rompre sous la charge. Les poteaux pouvaient basculer et tomber si les renforts cédaient. Stellin travaillait avec une prudence exagérée, vérifiant 2 fois chaque corde, chaque nœud, chaque renfort avant de se lancer dans le levage de chaque rondin. Il a réalisé 2 poteaux par jour pendant la première semaine,
apprenant des techniques qui ont amélioré son efficacité. Dès la deuxième semaine, il installait 3 poteaux par jour. Début septembre, il avait mis en place une méthode qui lui permettait de réaliser 4 poteaux par jour tout en garantissant la sécurité et la précision. Le complexe commençait à prendre forme. Ce qui n'était auparavant que des piquets abstraits marquant des positions théoriques était devenu des murs en bois massif s'élevant à 3,6 mètres au-dessus du sol. Cette transformation a changé la perception de l'espace. À l'intérieur des murs partiels, le vent avait nettement diminué, même s'il y avait encore des espaces. L'effet psychologique était tout aussi important. La cabane, qui semblait vulnérable et exposée, apparaissait désormais protégée. À la mi-septembre, Stelling avait installé 240 des 300 poteaux. Le périmètre de la palissade était presque terminé, seules les sections des portes restaient ouvertes. La structure dominait le paysage d'une manière que sa petite cabane n'avait jamais fait. De loin, elle ressemblait exactement à ce que Fergus Martin avait prédit avec dérision. Un fort militaire transplanté dans une région sauvage qui n'avait pas besoin d'une telle défense. Les rondins pointus s'élevant à 3,6 mètres au-dessus du sol créaient une silhouette imposante sur fond de vallée. Tout voyageur qui s'approchait voyait la palissade bien avant de voir la modeste cabane qu'elle protégeait. Stelling construisit 2 portes, chacune large de 2,5 mètres, pour permettre le passage des chevaux et des animaux de bas chargés. La porte donnant sur le ruisseau donnait accès à l'eau. La porte donnant sur le sentier forestier donnait accès à ses pièges et au territoire plus vaste au-delà. Chaque porte nécessitait une construction spécialisée. Il ne pouvait pas simplement laisser des ouvertures dans la palissade. Il avait besoin de barrières fermables qui maintenaient l'intégrité des murs contre le vent tout en permettant un passage pratique. Il construisit les portes en utilisant la même construction verticale, en rondin que les murs, mais montées sur de lourds cadres en bois qui pivotaient sur des charnières en fer. Il les avait fabriquées lui-même à partir de ferraille, chauffées dans sa forge et façonnées à l'aide d'un marteau et d'une enclume. Les portes étaient massives. Chacune pesait près de 180 kilos, ce qui nécessitait une force considérable pour les ouvrir ou les fermer. Stelling conçut des mécanismes de verrouillage simples à l'aide de barres de bois qui s'inséraient dans des supports en fer, sécurisant chaque porte de l'intérieur. De l'extérieur, les portes ne pouvaient être ouvertes qu'en soulevant les barres à travers des fentes étroites et seulement si quelqu'un savait exactement où se trouvaient ces fentes. Le système n'était pas destiné à assurer une sécurité sérieuse contre des attaquants humains déterminés. Il était conçu pour garder l'enceinte fermée contre le vent, tout en permettant à Stelling de passer sans effort particulier. Les poutres de soutien horizontales reliant les poteaux verticaux ont été installées au cours de la dernière semaine de septembre. Ces poutres, des rondins plus petits d'environ 15 cm de diamètre, s'étendaient horizontalement à l'intérieur de la palissade à 2 hauteurs, à 1,20 mètres et à 2,40 mètres du sol. Stelling a entaillé chaque poutre à l'endroit où elle rencontrait un poteau vertical, créant ainsi des joints emboîtés qui répartissaient les forces latérales sur l'ensemble de la structure. Il a fixé chaque joint à l'aide de chevilles en bois enfoncées dans des trous percés. Les poutres ont transformé les poteaux individuels en un mur unifié. Alors qu'auparavant, une forte force latérale aurait pu renverser un seul poteau, cette force était désormais répartie sur plusieurs poteaux reliés par les poutres horizontales. Lorsque Absalom Strickland est venu en visite début octobre, il a fait le tour de la palissade achevée à cheval, l'examinant sous tous les angles. Il est descendu de cheval, s'est dirigé vers la porte, a testé son poids et sa construction, puis est entré dans l'enceinte. À l'intérieur, il s'est tenu au centre de l'espace et a tourné lentement sur lui-même, observant les murs qui l'entouraient. Je te l'accorde, Voss, c'est impressionnant. Le savoir-faire est indéniable, mais l'objectif reste mystérieux. Tu as passé 4 mois à construire une structure conçue pour résister à un siège militaire. Nous sommes des trappeurs, pas des soldats. Stelling acheva son enceinte au cours de la première semaine d'octobre. Les portes furent installées. La poutre horizontale fixait chaque poteau dans une structure unifiée, et les espaces entre les rondins étaient suffisamment étroits pour que le vent ne puisse passer, sauf au niveau des portes lorsqu'elles étaient ouvertes. Venait maintenant la phase de test qui déterminerait si ces 4 mois de travail avaient abouti à autre chose qu'à la création d'un camp de trappeurs exceptionnellement fortifié.
Il avait acheté 3 thermomètres à mercure lors de son voyage printanier à Fort Benton, un investissement coûteux que d'autres trappeurs auraient considéré comme futile. Stelling les considérait comme des instruments essentiels pour mesurer ce qu'il espérait prouver. Il installa les thermomètres à des endroits soigneusement choisis. Le premier fut placé à l'extérieur de la palissade, fixé à un poteau à 6 mètres du mur le plus proche, de manière à mesurer la température ambiante de l'air sans être influencé par aucune structure. Le deuxième a été installé à l'intérieur de l'enceinte, sur le mur extérieur de la cabane orientée vers le nord, afin de mesurer la température à l'intérieur de l'espace protégé. Le troisième a été installé à l'intérieur de la cabane, près de la cheminée, mais pas assez près pour être affecté par la chaleur rayonnante directe. Il a enregistré les relevés 3 fois par jour, à l'aube, à midi et au crépuscule. Le temps en octobre dans le territoire du Montana était imprévisible. Certains jours, le soleil était chaud et les températures grimpaient jusqu'à 10 degrés. D'autres jours, il pleuvait et les températures atteignaient à peine 4 degrés C. Stelling consignait méthodiquement toutes ses observations dans un journal relié en cuir, notant non seulement les températures, mais aussi les conditions de vent, la couverture nuageuse et les précipitations. Les données s'accumulaient lentement, mais des tendances ont commencé à se dessiner presque immédiatement. Les jours calmes avec peu de vent, les 3 thermomètres affichaient des relevés similaires, avec un écart de seulement 2 ou 3 degrés. L'enceinte n'offrait que peu d'avantages lorsque le vent n'était pas un facteur. Mais les jours de vent, les différences devenaient spectaculaires. Lorsque le vent soufflait à 25-30 km/h à l'extérieur de la palissade, la température mesurée dans l'enceinte était de 8 à 12 degrés plus élevée. L'intérieur de la cabane où brûlait un petit feu était de 10 à 15 degrés plus chaud que l'enceinte. La différence totale entre l'extérieur de la palissade et l'intérieur de la cabane par temps venteux variait de 18 à 27 degrés. Stelling s'attendait à certains avantages liés à la réduction du vent, mais les mesures réelles ont dépassé ses prévisions. Il a observé d'autres effets qu'il n'avait pas anticipés. La neige tombée lors des tempêtes du début octobre s'est accumulée en congère contre les murs extérieurs de la palissade, mais a laissé l'intérieur de l'enceinte relativement dégagé. Les murs verticaux ont forcé le vent à s'élever et à passer par-dessus la structure, déposant la neige à l'extérieur, tandis que l'intérieur protégé ne recevait que la neige qui tombait directement. Stelling n'a donc pas eu besoin de déblayer la neige devant la porte de sa cabane, ni de dégager les chemins. Le complexe est resté accessible même après les tempêtes qui ont laissé 20 cm de neige à l'extérieur des murs. L'effet de masse thermique des rondins eux-mêmes est devenu évident pendant une période claire et froide à la fin du mois d'octobre. Le soleil de jour réchauffait le bois et la chaleur stockée se diffusait dans le complexe pendant la nuit lorsque les températures baissaient. L'effet était subtil, peut-être de 3 à 5 degrés, mais mesurable et constant. Combiné à l'élimination du vent, le complexe maintenait des températures nettement plus chaudes que les endroits exposés, même lorsqu'aucun feu ne brûlait dans la cabane. La première neige importante est tombée le 28 octobre. Stelling s'est réveillé avant l'aube dans le silence particulier qui accompagne les fortes chutes de neige. À la lumière du jour, 15 cm de neige s'étaient accumulés et la tempête ne semblait pas vouloir s'arrêter. Le vent soufflait du nord-ouest à une vitesse estimée par Stelling entre 40 et 50 km/h, poussant la neige presque à l'horizontale à travers la vallée. À l'extérieur de la palissade, la visibilité était réduite à moins d'un kilomètre. Des congères commençaient à se former contre les arbres, les rochers et tout autre obstacle qui brisait le flux du vent. À l'intérieur de l'enceinte, les conditions étaient radicalement différentes. La neige tombait verticalement, s'accumulant uniformément sur le sol sans former de congères. Le vent qui hurlait au-dessus des murs de la palissade créait un effet auditif étrange, fort au-dessus, mais calme en dessous, comme si l'on se tenait au fond d'un canyon tandis qu'une tempête faisait rage au bord. Stelling marcha de la porte de sa cabane jusqu'à la porte donnant sur le ruisseau et revint, une distance d'environ 25 mètres, sans jamais sentir le vent qui créait des conditions de blizzard juste au-delà de ses murs. La différence de température était tout aussi spectaculaire. Son thermomètre extérieur indiquait 19 degrés. Son thermomètre intérieur indiquait 34 degrés. À l'intérieur de sa cabane, où brûlait un feu modéré,
La température se maintenait à 56 degrés. Il nota les mesures dans son journal avec un soin particulier, en indiquant l'estimation de la vitesse du vent, les conditions de visibilité et les relevés spécifiques des trois thermomètres. Le complexe fonctionnait mieux que ses calculs les plus optimistes. La différence de température de 15 degrés entre l'extérieur et l'intérieur des murs de la palissade dépassait ses prévisions. L'effet n'était pas seulement mesurable, il était immédiatement perceptible pour quiconque franchissait les portes. Passer de la vallée exposée à l'enceinte, c'était comme passer de l'hiver au début de l'automne. La tempête s'est poursuivie toute la journée et toute la nuit. Le lendemain matin, 36 cm de neige recouvraient le fond de la vallée. Les congères contre les murs extérieurs de l'enceinte atteignaient 1,20 mètres aux endroits où le vent avait déposé la neige contre la barrière. Mais à l'intérieur de l'enceinte, la hauteur de neige restait uniforme à 35 cm et la surface ne présentait aucune trace de sculpture ou de croûte due au vent. Stellin passa 1 heure à déblayer un chemin entre la porte de sa cabane et chaque porte, puis ouvrit la porte donnant sur le ruisseau pour vérifier les conditions à l'extérieur. Le vent s'engouffra immédiatement dans l'ouverture, créant une petite tempête de neige au sol dans l'enceinte jusqu'à ce qu'il referme la porte. La palissade fonctionnait comme prévu, mais uniquement lorsqu'elle était fermée. Les portes ouvertes éliminaient instantanément la protection. Au cours de la semaine suivante, 2 autres tempêtes ont ajouté à l'épaisseur de la neige. Début novembre, 66 cm recouvraient le fond de la vallée à l'extérieur de l'enceinte. À l'intérieur du complexe, les mêmes 70 cm restaient intacts, mais sans les énormes congères qui rendaient des déplacements difficiles au-delà des murs. Les chevaux de Stellin, qu'il gardait dans un petit abri à l'intérieur du complexe, avaient un accès dégagé à leur aire d'alimentation. Son bois de chauffage empilé contre le mur sud de la cabane à l'intérieur de l'enceinte restait accessible sans avoir à creuser dans les congères. La mi-novembre a apporté une vague de chaleur temporaire. Les températures ont grimpé jusqu'à 4 degrés pendant la journée, faisant fondre les couches supérieures de neige accumulées et créant des conditions boueuses dans toute la vallée. Ce bref répit hivernal incita les trappeurs à sortir pour vérifier leurs lignes et rendre visite aux camps voisins. Stellin reçut 3 visiteurs en 4 jours, et chaque arrivée s'accompagna de nouvelles moqueries sur la construction de sa palissade. Fergus Kilmartin arriva le premier, franchissant la porte donnant sur le ruisseau avec son fils Tavish, qui le suivait sur un cheval plus petit. Ils mirent pied à terre à l'intérieur de l'enceinte, et Fergus fit lentement le tour du périmètre intérieur, examinant la construction avec une minutie exagérée. « Eh bien, Voss, tu t'es construit une véritable forteresse ici. Tu dois te sentir en sécurité en sachant que les Blackfoot auraient besoin d'un canon pour franchir ces murs. » Son ton était empreint d'un sarcasme acerbe. Tavish ne dit rien, mais son expression reflétait le même mélange d'amusement et de confusion que celle de son père. Fergus se dirigea vers la cabane, testa la porte, puis se retourna pour faire face au mur de la palissade. « Je chasse dans ces montagnes depuis 8 ans. J'ai survécu à des hivers qui ont tué des hommes plus forts que moi. Je n'ai jamais eu besoin de murs comme ceux-ci. Tu sais ce dont j'avais besoin? De bons pièges, un fusil décent et du bon sens pour savoir quand rester à l'intérieur pendant les tempêtes. » Stellin proposa du café, que Fergus accepta. Ils s'assirent à l'intérieur de la cabane pendant que Tavish s'occupait des chevaux. Fergus aborda le sujet qui semblait le déranger le plus. « Tu comprends que tu as passé toute une saison à construire ça? 4 mois de la meilleure période pour le piégeage. J'ai récolté 300 pots entre juin et septembre pendant que tu coupais des bûches et creusais des trous. C'est un revenu que tu ne récupéreras jamais. Et pourquoi? Pour pouvoir t'asseoir à l'intérieur de murs en bois et te sentir protégé de menaces qui n'existent pas. » Il fit un geste vers la palissade visible à travers la fenêtre de la cabane. « C'est le chagrin qui parle, Voss. Tu as perdu Mathias et cela a brisé quelque chose dans ta façon de penser. Je comprends cela, mais cette structure ne le ramènera pas. » Marcel Gagnon est survenu 2 jours plus tard et a fait des observations similaires, avec son franc-parler caractéristique. Il a traversé le terrain à cheval et s'est descendu de selle et s'est immédiatement lancé dans des calculs. Je compte au moins 300 bûches dans ces murs. À raison de 45 minutes par bûche pour la couper, la transporter, la préparer et la mettre en place, vous avez investi 225 heures rien que pour les poteaux.
Ajoutez à cela les poutres horizontales, les portes, le creusement. J'estime que vous avez passé 600 heures au total sur ce projet. À raison de 6 pots par jour pendant la haute saison, en travaillant efficacement, vous auriez pu gagner 720 $ pendant ce même temps. Au prix actuel, cela représente un revenu d'environ 400 $ que vous avez sacrifié pour construire des murs autour de votre cabane. Il fit une pause, laissant le temps à son interlocuteur d'assimiler ses calculs. 400 $ boss. Cela représente 2 ans de provision. C'est le capital de départ pour une entreprise. C'est un acompte pour acheter une propriété dans la civilisation. Au lieu de cela, cet argent se trouve ici, sous la forme de rondins pointus qui ne servent à rien. Fin décembre, Sterling a remarqué des changements dans le comportement des animaux, qu'il a interprétés comme des signes avant-coureurs. Les cerfs sont descendus des hauteurs en troupeaux plus importants que d'habitude, se rassemblant dans les vallées où la nourriture était plus accessible. Les écureuils s'affairaient frénétiquement à rassembler leurs dernières réserves de pommes de pin. Leur niveau d'activité suggérait une urgence qui dépassait les préparatifs habituels. Les oiseaux qui s'attardaient normalement au début de l'hiver étaient partis plusieurs semaines plus tôt que les années précédentes. Même ces chevaux montraient une agitation inhabituelle, faisant les 100 pas dans leur abri et hennissant à des sons que Sterling ne pouvait entendre. La nature se préparait à quelque chose d'important. Le ciel prenait des aspects que les montagnards expérimentés avaient appris à interpréter. De hauts cirrus striés venaient du nord-ouest, formant des motifs qui indiquaient de puissants vents en altitude. Les nuages s'épaissirent progressivement pendant 3 jours, s'abaissant jusqu'à former un plafond gris solide qui emprisonnait de l'air froid en dessous. Les températures baissèrent régulièrement, passant de 6 degrés à 10 degrés, puis à moins de 0 degrés. La pression barométrique que Stellin suivait à l'aide d'un simple baromètre à mercure qu'il avait construit en suivant les instructions de son manuel de philosophie naturelle chuta de manière spectaculaire. La combinaison de la baisse de pression, de la chute des températures et du comportement des animaux indiquait l'approche d'un important système dépressionnaire. Stellin passa 3 jours à se préparer. Il apporta du bois de chauffage supplémentaire dans l'enceinte, l'empilant contre le mur sud de la cabane où il resterait accessible même sous une épaisse couche de neige. Il vérifia ses réserves de nourriture, s'assurant qu'il avait suffisamment de viande séchée, de haricots, de farine et de café pour tenir 2 semaines sans quitter l'enceinte. Il mit ses chevaux à l'abri et le remplit de foin en quantité suffisante pour une longue période d'enfermement. Il a rempli tous les récipients qu'il possédait avec de l'eau du ruisseau, sachant qu'une fois la tempête arrivée, il serait peut-être impossible de se rendre à la source d'eau, même si elle était proche. Il a vérifié les portes de la palissade, s'assurant que les mécanismes de verrouillage fonctionnaient correctement et que les charnières ne montraient aucun signe de gel. Le 30 décembre, il s'est rendu à la cabane de Fergus Kilmartin pour l'avertir de l'arrivée de la tempête. Fergus a écouté les observations de Stellin sur le comportement des animaux et les changements de pression avec un scepticisme poli. « Nous avons des tempêtes chaque hiver, Voss. Celle-ci ne sera pas différente. J'ai empilé du bois de chauffage et fait des provisions. Tout ira bien. » Sa cabane semblait avoir été préparée de manière standard, avec une corde de bois devant la porte et des provisions de base visibles à travers la fenêtre, mais rien ne laissait présager une sévérité inhabituelle. Stellin mentionna la chute de pression et la configuration particulière des nuages, mais Fergus balaya ses propos d'un geste de la main. Le temps fait ce qu'il veut, on fait avec. C'est la vie à la montagne. Absalom Strickland a réagi de la même manière lorsque Stellin s'est arrêté à sa cabane sur le chemin du retour. J'apprécie votre sollicitude, mais j'ai survécu à 17 hivers dans cette région. Une tempête de plus ne changera rien. Ces préparatifs semblaient adéquats pour un hiver normal, mais insuffisants pour ce que Stellin soupçonnait. Marcel Gagon n'était pas chez lui lorsque Stellin est passé devant son campement, probablement parti vérifier ses pièges avant l'arrivée de la tempête. Stellin laissa un mot coincé dans la porte de la cabane pour avertir de l'arrivée d'un temps violent, mais il n'avait aucun moyen de savoir si Marcel reviendrait à temps pour le lire. La tempête arriva le 2 janvier 1844 vers 14 heures. Stellin était à l'intérieur de sa cabane lorsque les premières rafales frappèrent, suffisamment fortes pour secouer la structure, même à l'abri de l'enceinte. Il sortit pour observer les conditions et vit la tempête déployer toute sa force, tel un mur physique se déplaçant à travers la vallée.
À un moment donné, le vent était modéré et la neige tombait régulièrement. L'instant d'après, la vitesse du vent augmenta considérablement et la visibilité tomba à presque zéro. La température qui oscillait autour de 0°C chuta brutalement lorsque l'air arctique descendit du nord. À l'extérieur de la palissade, les conditions devinrent instantanément catastrophiques. Le vent, que Stellin estimait à 80 km/h, poussait la neige horizontalement à travers le paysage. En quelques minutes, des congères se sont formés, s'accumulant contre les arbres et les rochers à une vitesse surprenante. Le bruit était constant et assourdissant, un rugissement qui couvrait tous les autres sons. La visibilité est tombée à moins de 6 mètres, puis à moins de 3 mètres. Toute personne prise à l'extérieur dans ces conditions aurait eu quelques minutes avant que l'hypothermie ne commence à affecter son jugement et ses capacités physiques. À l'intérieur du complexe, la transformation était presque magique dans sa complétude. Le vent avait complètement disparu. La neige tombait verticalement, lourde et régulière, mais sans la violence horizontale qui sévissait au-delà des murs. Le bruit était passé d'un rugissement à un murmure étouffé. La température à l'intérieur du complexe était de 12°C, froide mais supportable. À l'extérieur de la palissade, le thermomètre extérieur de Stellin indiquait 18°C, sans compter le refroidissement éolien. Il retourna dans la cabane et attisa le feu à un niveau modéré, loin du brasier rugissant qui aurait été nécessaire dans une structure non protégée dans de telles conditions. La température intérieure de la cabane se stabilisa à 48 degrés, avec une consommation minimale de combustible. Il pouvait entendre le vent hurler au-dessus des murs de la palissade, un hurlement constant qui témoignait de l'intensité de la tempête. Mais à l'intérieur de son enceinte et de sa cabane, les conditions restaient insupportables. Il prépara du café, mangea un repas composé de haricots et de porc salé, puis s'installa pour attendre la fin de la tempête avec un livre qu'il lisait par intermittence depuis des mois. À la tombée de la nuit, l'accumulation de neige à l'extérieur de la palissade dépassait 30 cm et augmentait rapidement. Les congères contre les murs extérieurs atteignaient... À l'intérieur de l'enceinte, la neige s'accumulait uniformément à 30 cm sans former de congères. Stellin vérifiait ses thermomètres toutes les quelques heures, notant les relevés à la lumière d'une lampe. Température extérieure, 28°, température à l'intérieur de l'enceinte, 8°C, température à l'intérieur de la cabane, 46°. La différence entre la température extérieure et la température intérieure de sa cabane était de 60 hectares°C. Même en tenant compte de la contribution du feu, la palissade offrait des avantages thermiques bien supérieurs à ce qu'il avait prévu. La structure ne se contentait pas de réduire le vent. Elle créait un environnement thermique fondamentalement différent qui transformait une tempête mortelle en un inconvénient gérable. La tempête s'est poursuivie toute la nuit et le lendemain avec une intensité inchangée. Stellin s'est réveillé le 3 janvier avec le même vent hurlant et les mêmes conditions de voile blanc au-delà des murs de sa palissade. Il a vérifié ses thermomètres dans l'obscurité précédant l'aube. La température extérieure était tombée à 34°. La température à l'intérieur du complexe se maintenait à 6° au-dessus de zéro. À l'intérieur de la cabane, où le feu s'était transformé en braise pendant la nuit, la température était tombée à 38°. Il a ravivé le feu pour obtenir une flamme modérée, a pris un petit déjeuner composé de semoule de maïs, de bouillie et de café, puis s'est installé pour une nouvelle journée de confinement. L'isolement lui a donné le temps d'observer des détails qu'il aurait pu manquer dans le cadre d'une activité normale. Les murs de la palissade, même avec des rondins bien ajustés, n'étaient pas parfaitement étanches. De petits espaces existaient là où les rondins s'emboîtaient imparfaitement, ou là où le bois avait séché et rétréci légèrement, mais ces espaces ne créaient pas de courant d'air car il n'y avait pas de différence de pression pour faire passer l'air à travers eux. Le vent frappait les murs extérieurs et s'écoulait vers le haut et au-dessus, laissant l'air de l'enceinte relativement calme. Il pouvait voir la neige s'infiltrer par quelques-uns des plus grands espaces, de minuscules filets de poudre blanche qui tombaient directement à l'intérieur de l'espace protégé. La quantité était minime, peut-être une poignée de neige par heure sur tout le périmètre, rien qui ne posait de problème ou ne causait de désagrément. Il sortit plusieurs fois pendant la journée, plus par curiosité que par nécessité.
À chaque fois, le contraste entre les conditions à l'intérieur de l'enceinte et à l'extérieur lui semblait presque absurde par son ampleur. À l'intérieur des murs, l'air était calme, la neige tombait régulièrement, il faisait froid mais supportable à l'extérieur, visible à travers les portes lorsqu'il les ouvrait brièvement. Un vent hurlant, de la neige horizontale, une visibilité nulle, un froid qui mordait la peau exposée en quelques secondes. Il ne s'aventura pas au-delà des portes. Il n'y avait aucune raison de le faire, et cela aurait été dangereux. Au lieu de cela, il fit le tour du périmètre du complexe, vérifiant qu'il n'y avait pas de problème structurel avec la palissade. Les murs ne montraient aucun signe de tension. La neige s'accumulait contre eux à l'extérieur, formant d'énormes congères, mais celle-ci agissait comme une isolation supplémentaire et des barrières contre le vent. Sa consommation de bois de chauffage restait remarquablement faible. Dans ces conditions, une cabane standard nécessiterait d'alimenter constamment un grand feu, brûlant une corde de bois tous les 3 ou 4 jours juste pour maintenir une température intérieure à peine tolérable. La cabane de Stellin, protégée par la palissade qui bloquait le vent, ne nécessitait que des feux modérés qui consommaient peut-être un quart de corde en 3 jours. La différence n'était pas seulement une question de confort, c'était une question de survie. Les trappeurs pris dans des tempêtes prolongées devaient souvent choisir entre mourir de froid ou brûler tout leur stock de bois, ce qui les rendait vulnérables lorsque la tempête finissait par passer. Stellin n'avait pas à faire ce choix. Son stock de bois était suffisant pour plusieurs semaines de tempête continue. Le soir du 4 janvier, la tempête ne montrait aucun signe d'affaiblissement. Le vent continuait de souffler à une vitesse soutenue. La neige continuait de tomber abondamment. L'accumulation à l'extérieur de la palissade dépassait 75 cm, avec des congères atteignant 2,5 à 3 mètres contre les obstacles. À l'intérieur de l'enceinte, la profondeur de neige mesurait 75 cm avec un minimum de congères. Stellin était à l'aise, bien nourri et utilisait ses ressources à un rythme durable. Il n'avait aucune idée des conditions qui régnaient dans les camps voisins, mais il soupçonnait qu'elles étaient nettement pires. Les coups frappés à la porte ont retenti vers 23 heures dans la nuit du 4 janvier. Stellin était en train de lire à la lumière d'une lampe lorsqu'il a entendu le bruit, à peine audible malgré le rugissement constant de la tempête. Au début, il a pensé qu'il avait imaginé ce bruit, mais il s'est reproduit. 3 coups violents qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un frappant la porte avec une force désespérée. Par habitude, il saisit son fusil, même s'il soupçonnait qu'aucune menace ne pouvait se déplacer dans ces conditions, et traversa le complexe plongé dans l'obscurité pour se rendre à la porte donnant sur le ruisseau. Les coups retentirent à nouveau, plus faibles cette fois. Stellin souleva la barre de verrouillage et poussa la porte contre la résistance du vent. Tavish Kilmartin s'effondra à l'intérieur, tombant à 4 pattes dans la neige. Le garçon était couvert de glace, ses vêtements étaient gelés, son visage présentait les signes d'une hypothermie avancée. Il essaya de parler, mais ne parvint pas à articuler un mot. Stellin lâcha son fusil, attrapa Tavish sous les bras et le traîna vers la cabane. Le garçon ne pesait presque rien. Ou peut-être que l'adrénaline de Stellin le faisait paraître plus léger. Il fit entrer Tavish, ferma la porte de la cabane pour le protéger du froid, et l'allongea sur le sol près de la cheminée. Le garçon tremblait violemment, des frissons incontrôlables qui signifiaient que son corps produisait encore de la chaleur, mais perdait la bataille contre l'exposition au froid. Stellin connaissait le protocole de traitement de l'hypothermie. Retirer les vêtements mouillés, envelopper le patient dans des couvertures sèches, lui donner des liquides chauds s'il pouvait avaler et le réchauffer progressivement près d'une source de chaleur, mais pas trop près des flammes. Il retira les vêtements extérieurs gelés de Tavish, révélant des couches intérieures humides de sueur et de neige fondue. Il les retira également, jusqu'à ce que le garçon soit nu. Stellin l'enveloppa dans des couvertures en laine provenant de son lit et le passa près du feu, mais pas assez près pour que la chaleur rayonnante directe ne provoque un choc au tissu stressé par le froid. Il fit chauffer de l'eau pour préparer du thé, l'édulcora avec du sucre précieux et aida Tavish à boire de petites gorgées, une fois que les tremblements eurent suffisamment diminué pour qu'il puisse avaler sans danger. Il fallut près d'1 heure avant que Tavish puisse parler de manière cohérente. Son récit fut fragmentaire, interrompu par des frissons résiduels et l'épuisement. La cabane de sa famille était devenue inhabitable. Le vent s'engouffrait dans les interstices des joints,
créant des courants d'air qui rendaient presque impossible le maintien du feu. La température intérieure était tombée en dessous de zéro malgré un feu alimenté en continu. Son père l'avait envoyé chercher de l'aide, sachant que la maison de Stelling était la plus proche. Le trajet qui aurait dû prendre 20 minutes dans des conditions normales avait pris près de 2 heures à Tavish. Il s'était désorienté dans le brouillard, avait erré au-delà du complexe, puis l'avait retrouvé, plus par chance que par orientation. À plusieurs reprises, il avait envisagé de s'arrêter pour se reposer, une impulsion dangereuse qui précède la mort dans les cas d'hypothermie. Stellin lui avait demandé des nouvelles du reste de la famille Kilmartin. Tavish lui avait répondu que son père, sa mère et ses 2 jeunes sœurs étaient toujours dans la cabane, brûlant le bois restant à un rythme catastrophique tout en luttant pour maintenir la température intérieure au-dessus de zéro. Il leur restait peut-être un jour de combustible avant de devoir faire des choix impossibles. Le garçon regarda autour de lui la cabane bien chauffée, puis par la fenêtre vers les murs de la palissade, à peine visible dans l'obscurité et la neige soufflée. Comment se fait-il qu'il fasse chaud ici? La tempête fait rage dehors. Je n'ai jamais rien ressenti de tel, mais dans votre enceinte, le vent s'arrête tout simplement. La tempête s'est calmée le matin du 5 janvier. Stellin s'est réveillé dans le silence. L'absence soudaine de vent était plus surprenante que sa présence. Il est sorti dans l'enceinte et a levé les yeux vers le ciel clair, le premier ciel bleu qu'il voyait depuis 4 jours. La température avait encore baissé avec le dégagement, son thermomètre extérieur indiquant 38 degrés. Mais sans vent, le froid était supportable pour de brèves expositions. La profondeur de la neige dans la propriété était de 86 cm répartie uniformément. À l'extérieur de la palissade, les congères atteignaient par endroits 3,6 mètres, sculptés par le vent, c'est une formation aux arêtes vives qui ressemblait à des vagues gelées. Tavish s'était suffisamment remis pour voyager. Stellin l'équipa de vêtements secs, de raquettes et de provisions, puis l'accompagna vers la cabane des Kilmartin. Le trajet qui prenait normalement 20 minutes a nécessité 1 heure pour se frayer un chemin à travers les congères. Ils ont trouvé la famille Kilmartin en vie, mais dans un état désespéré. L'intérieur de la cabane était à peine au-dessus de zéro, malgré la cheminée qui contenait encore des braises. Fergus était assis, enveloppé dans des couvertures, avec sa femme et ses filles, tous présentant des signes de stress dus au froid. Leur réserve de bois était épuisée, brûlée en 3 jours de consommation maximale continue. L'intérieur de la cabane était recouvert de givre sur les murs, où les interstices dans le calfeutrage avaient laissé l'air chargé d'humidité se transformer en glace. Fergus regarda Stellin sans rien dire pendant un long moment. Son expression ne trahissait ni moquerie ni scepticisme, seulement l'épuisement et la reconnaissance d'un homme qui avait presque tout perdu. « Chez vous, à quel point était-ce grave? » Stellin décrivit les conditions à l'intérieur du complexe. L'élimination du vent, les températures stables, la consommation minimale de combustible. Fergus écouta, puis acquiesça lentement. « Nous avons brûlé 3 cordes en 3 jours. Nous n'arrivions toujours pas à nous réchauffer. Le vent s'engouffrait par chaque interstice, chaque fissure. C'était comme essayer de chauffer tout l'extérieur. » Il fit une pause, puis ajouta doucement. « Tavish a dit que votre cabane était confortable. Il a dit que le complexe était totalement à l'abri du vent. » Stellin passa la journée à aider la famille Kilmartin à se remettre sur pied. Il apporta du bois de chauffage provenant de sa propre réserve, remit leur feu à un niveau viable et les aida à réparer les fissures les plus importantes dans leur calfeutrage à l'aide de matériaux qu'il avait apportés de son complexe. Absalom Strickland arriva dans l'après-midi, venant prendre des nouvelles de ses voisins après la tempête. Sa situation avait été similaire à celle des Kilmartin, mais pas tout à fait aussi désespérée. Il avait survécu en se réfugiant dans une petite cave à légumes sous sa cabane, où l'isolation naturelle de la terre lui avait offert une certaine protection contre le froid. Marcel Gagnon est arrivé vers le soir, après avoir passé la tempête dans des conditions similaires dans son campement situé à 25 km à l'ouest. Les 3 hommes ont posé des questions précises sur la palissade de Stellin, sa construction et ses performances pendant la tempête. Personne ne s'est excusé pour ses moqueries précédentes. Les montagnards ne fonctionnaient pas ainsi, mais le changement de ton était absolu et indéniable. Fergus posa des questions sur la profondeur des poteaux et la fixation des poutres horizontales.
Absalom s'enquit de la construction de la porte et des effets de la masse thermique. Marcel voulait savoir comment choisir le bois et calculer la taille du complexe. Stellin répondit honnêtement à toutes les questions, partageant sans réserve ses mesures et ses techniques. Il n'essayait plus de prouver quoi que ce soit. La tempête l'avait fait pour lui. Il fournissait simplement des informations qui pourraient aider d'autres personnes à survivre à des conditions similaires à l'avenir. L'hiver s'acheva avec plusieurs autres tempêtes, aucune aussi violente que la tempête de neige de janvier, mais toutes suffisamment importantes pour démontrer la valeur de la palissade. L'enceinte de Stelling continua à fonctionner comme prévu, maintenant des températures de 15 à 25 degrés, plus élevées que dans les endroits exposés, éliminant le refroidissement éolien et offrant un espace protégé où le travail pouvait se poursuivre même pendant les tempêtes. Sa consommation de bois de chauffage resta inférieure à celle des cabanes non protégées. À l'arrivée du printemps, fin mars, il avait utilisé moins de bois qu'il n'en brûlait normalement en un seul mois rigoureux. Au printemps 1844, Fergus Kilmartin a commencé à construire une palissade autour de sa cabane. Il a suivi le plan de base de Stellin, mais l'a adapté aux besoins de sa famille plus nombreuse, créant un complexe légèrement plus grand que celui de Stellin et intégrant une structure dédiée à ses chevaux dans le périmètre protégé. La construction lui prit la majeure partie de l'été, mais en septembre, il disposait d'un système de protection contre le vent fonctionnel autour de sa cabane. Absalom Strickland commença son propre projet de palissade en juin, travaillant méthodiquement tout au long de l'été et le terminant début d'octobre. Marcel Gone construisit sa palissade pendant l'été 1845 avec l'aide de deux autres trappeurs qui avaient entendu parler de l'avantage que ces structures offraient pour survivre aux tempêtes. À l'hiver 1845-1846, 5 familles du territoire disposaient de cabanes protégées par des palissades. En 1947, ce nombre était passé à 12. La construction s'est répandue grâce à des démonstrations pratiques plutôt qu'à la promotion. Les hommes qui survivaient confortablement aux hivers à l'intérieur des enceintes fortifiées faisaient la promotion de cette technique. Ceux qui luttaient pour survivre dans des cabanes traditionnelles en ont pris note et ont commencé à construire leur propre périmètre protégé. Cette innovation n'a jamais été officiellement attribuée à Stellin. Les connaissances se sont répandues par l'observation et la conversation. Les techniques se transmettaient d'un praticien à l'autre sans cérémonie ni documentation. Ce qui importait, ce n'était pas le nom, mais l'avantage qu'elles offraient en termes de survie. Stellin a continué à piéger jusqu'en 1852, lorsque la baisse des prix de la fourrure et la pression croissante des colons ont rendu le commerce dans les montagnes non viable. Il a vendu sa propriété à une jeune famille qui déménageait vers l'ouest et s'est installée dans la vallée de Wamut, dans le territoire de l'Oregon. Il se maria en 1854, eut 3 enfants et créa une petite ferme qui lui procurait un revenu modeste mais sûr. Il mourut en 1869 à l'âge de 59 ans et fut enterré dans un cimetière à l'extérieur de Salem, avec une simple pierre tombale indiquant sa date de naissance et de décès. Mais dans les montagnes du Montana, son héritage resta visible dans le bois. Les cabanes entourées de palissades continuèrent à protéger leurs habitants pendant les hivers rigoureux. Certaines des structures d'origine, y compris celles de Stellin, sont restées debout pendant des décennies après son départ, entretenues par les occupants successifs qui reconnaissaient leur valeur. La technique qu'il avait mise au point s'est répandue au-delà de la région immédiate, adoptée par les colons, les chasseurs et les éleveurs qui avaient besoin d'une protection contre le vent dans les endroits exposés. Dans les années 1860, des fermes protégées par des palissades sont apparues dans tout le nord du territoire. Leur construction était considérée comme une pratique courante pour faire face aux rigueurs de l'hiver.